En politique, la seule chose qui l'intéressait, c'était la justice. Il y a apporté plusieurs réformes. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Marks. Bonjour. M. Marks, avant de vous lancer en politique, vous avez fait beaucoup de choses. Vous avez d'abord été vendeur, je crois, et puis plus tard, professeur de droit constitutionnel. Qu'est-ce qui vous a amené là, à vous intéresser à ça? À un moment donné, à l'âge de 32, j'ai décidé de faire mon droit. J'ai été admis à McGill à l'Université de Montréal. J'ai décidé de retourner à l'Université de Montréal où j'ai fait une licence en droit. Et après, j'ai fait une maîtrise à Harvard en droit et je suis revenu à l'Université de Montréal à titre de prof. Monsieur Marks, vous avez quand même, durant vos années de professeur, écrit assez souvent, soit dans les journaux, soit des revues spécialisées, entre autres sur les droits linguistiques. Vous l'avez fait sur la loi 22 du gouvernement Bourassa et la loi 101 du gouvernement Lévesque. Qu'est-ce que vous vouliez, quelles étaient vos opinions là-dessus? Mais les droits linguistiques dans ma carrière ont commencé à l'âge de 16 ans, c'est-à-dire quand j'étais à l'école secondaire, mon professeur m'a dit que je ne vais jamais réussir au Québec parce que mon français n'est pas bon. Et, durant des années, quand j'étais vendeur, j'ai vendu des ampoules et des fluorescents dans l'est de Montréal et nous avons, des dépliants, des brochures qui sont venus des États-Unis. Tout était en anglais. Et j'ai dit à mon beau-frère, qui était propriétaire de la compagnie, quelqu'un qui est né à Sherbrooke puis il parlait français, j'ai dit, ça n'a pas de bon sens, là, les gens ne comprennent pas, il faut que ce soit en français. Et nous avons tout traduit en anglais. Et, nous avons fait un livre de commande en français, et ainsi de suite. On a franchissé ce qu'il a fallu faire pour Montréal, pour Québec. Et quand j'ai commencé en droit, ce qui m'a frappé, c'est qu'au Manitoba a le même statut que le Québec sur le plan linguistique, donc bilingue, comme l'article 133 dans la Constitution qui touche le Québec, mais ils ont aboli cette loi. Bon, j'étais très surpris. Et aussi, j'ai appris en droit constitutionnel, je pense que c'était la loi 17 en Ontario où ils ont interdit l'enseignement en français dans les écoles catholiques. Ça m'a frappé aussi. Donc, en troisième année, j'ai fait une étude sur les droits linguistiques dans la Constitution du Canada. Ça a apparu c'était publié en 69, je pense. Et donc, j'ai fait vos cours en matière linguistique. Et sur la loi 22, j'ai écrit sur la loi 22 que c'était constitutionnel, qu'il n'y a pas de problème avec la validité de la loi. Sur la loi 101, j'ai écrit un long article dans Le Devoir, où j'ai expliqué qu'il y a des articles qui étaient inconstitutionnels et la Cour suprême décidait dans le même sens. Peut-être le Parti québécois a mis des articles douteux dans la loi. Et tout ça vous a amené en 79, M. Ryan vous a demandé d'être candidat dans Darcy-McGee. C'est un comté dans l'ouest de Montréal, mais M. Ryan était encore dans l'opposition. Qu'est-ce qu'il vous a dit pour vous convaincre? Bien, c'est M. Goldblum qui a pris sa retraite à l'époque. Et ça n'a pas pris beaucoup de choses. Parce que j'ai eu une longue relation avec M. Ryan. J'ai écrit souvent pour Le Devoir. Il
il m'a demandé à un moment donné d'être chroniqueur judiciaire. Et j'ai pas voulu. Mais une fois, on était à une conférence à Halifax. On a passé quelques heures sur l'avion, côte à côte. Et quand mon nom est sorti pour être candidat, j'ai accepté tout de suite. Qu'est-ce qui vous attirait? Bon, ben, un changement après 10 ans. Non, mais M. Ryan, et aussi l'action. L'action. J'ai pas hésité. Ben, j'ai parlé à mon épouse. Elle a dit, si tu veux le faire, va le faire. Mes enfants ont pleuré un petit peu, là. Et quelqu'un leur a dit, ton papa peut être ministre un jour. Et ma fille a dit, quoi, ministre de culte? Donc, c'était ça, mon entrée en politique. Là, vous étiez quand même dans l'année précédant le référendum de 80. Oui. C'était une élection partielle. Qu'est-ce que vous avez défendu comme idée durant cette campagne-là? Mais durant cette campagne, j'ai défendu les droits de tous les Québécois sur le plan des libertés publiques. Mais j'ai suivi pas mal la ligne de parti. Est-ce que vous avez été surpris de l'emporter aussi facilement? Oui, ça m'a surpris. Et l'élection après que j'ai gagnée avec 96 %, que le Journal de Montréal a mis des titres, le Journal de Montréal, Marx gagne style soviétique, ça m'a surpris. Ça vraiment ça m'a surpris parce que j'ai travaillé très fort. Je ne savais pas qu'est-ce que Pourtant, Darcy McGee est un château fort libéral. Ah, ben oui. C'était un cadeau que M. Ryan m'a donné comme comté, c'est sûr. Bon, là, vous êtes élu, vous êtes dans l'opposition, le référendum arrive. Quelle a été votre participation en 80? Au référendum, on allait partout au Québec un peu. Une fois, je suis allé à Abitibi avec 3 autres députés. On a fait de porte à porte. On était partout. Dans mon comté, les gens ont travaillé très, très fort parce qu'un référendum, c'est à travers le Québec. Chaque vote compte. On a défendu que le Québec devra rester dans le Canada. Qu'est-ce que vous pensez de la question référendaire en 80? Mais en ce qui concerne la question, la loi est prévue qu'il faut avoir une question et une explication, mais que l'explication est publiée dans un autre document. Mais la question proposée, c'était une question et une explication. Et donc, j'ai écrit quelques articles pour dire que c'était invalide en vertu de la loi et tout ça. Et à un moment donné, M. Ryan m'a dit, bon, on ne va pas gagner le référendum à cause de ça, qu'on laisse ça aller, on verra. M. Ryan a vu le grand portrait. Et, il était bon, beaucoup d'expérience. Et finalement, le résultat, 60-40 en faveur du non, c'était prévisible selon vous? Moi, rien n'était prévisible. C'était prévisible quand on voit les sondages vers la fin. Là, les sondages sont toujours plus ou moins, comment dirais-je, corrects. Vous continuez de siéger dans l'opposition. Arrivent les élections de 81 et le résultat, c'est que les libéraux sont encore défaits. Là, pour votre carrière politique, là, ça prend une tournure que vous n'aviez pas prévue. Non, je ne l'ai pas prévu, mais pensez à ça maintenant. C'était bon pour moi personnellement parce que ça m'a donné l'opportunité d'être dans l'opposition et d'apprendre le métier. Parce que quand on se lance en politique pour la première fois, on ne connaît pas grand-chose. Et ça m'a donné le temps de m'habituer, d'apprendre le travail de député et ainsi de suite. Je pense que c'était personnel, mais pour le parti, c'est sûr que c'était décevant, là. Vous étiez critique de l'opposition en matière de justice. À quel dossier vous vous êtes attaqué?
Mais j'ai été critique en matière de justice et ce que j'ai fait, peut-être c'était parce que j'étais professeur avant, j'ai fait des dossiers, j'ai fait des études. J'ai fait une étude sur les policiers que j'ai publiée, j'ai tenu une conférence de presse. J'ai visité une dizaine de prisons au Québec. J'ai visité la prison ici à Montréal, à Trois-Rivières, à Sherbrooke. J'ai visité les prisons et j'ai fait un rapport. Et je me souviens que le matin, j'ai prévu une conférence de presse le matin. Le lundi matin, il y avait une grève il y avait une grève d'autobus à Montréal. Et M. Ryan m'a dit que ce n'était pas le moment de tenir une conférence de presse. J'ai dit, ouais, c'est trop tard. Mais les journalistes sont venus parce qu'ils m'ont suivi dans mon trajet autour de Québec sur la tournée que j'ai faite, là, m'ont suivi. Et donc, c'est bien, comme on dit en politique, c'est bien sorti. Mais, if it bleeds, it leads. On dit en anglais. S'il y a du sang, là, ça fait des manchettes. Mais quand tu visites des prisons, là, ça fait des manchettes. Des bons vendeurs. Oui, mais je n'ai pas pensé à ça quand je l'ai conçu, là. J'ai fait une étude sur la violence conjugale. Ça, c'est une révélation pour moi, ce que j'ai trouvé, parce que il y a même un jugement que j'ai trouvé où un juge a dit, tu sais, madame appartient à son époux. Tu sais, ça a beaucoup changé depuis, c'est l'inverse. J'ai fait d'autres études sur la saisie. Quand j'étais dans l'opposition, j'ai lu dans les journaux qu'on a saisi la maison de quelqu'un pour une dette de 4 000 $. Saisi, là. Ben, j'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Et j'ai fait une étude pour voir qu'est-ce qu'on fait ailleurs au Canada, aux États-Unis, où ils ont, par exemple, en Floride, des homestead laws où on ne peut pas le saisir pour une dette qui n'est pas reliée à la maison, de toute façon. Et j'ai proposé ça. Quand vous étiez dans l'opposition? Oui. J'ai ici 26 études sur la Commission des droits de la personne, sur les lenteurs de la justice, une injustice, l'aide juridique au Québec, pour qui, pourquoi, serment de député, projet de loi 90. Maintenant, ce n'est pas nécessaire de mettre sa main sur la Bible, on peut faire une assermentation solennelle. Les travaux parlementaires de la fin de session, un rush inutile. Connaissez ça? Oui, oui, oui. Un rush inutile. L'exploitation financière des actes criminels et de la justice contemporaine au Québec. Le coroner, une institution dénaturée et à repenser. Ce qui a été fait. Fait, oui. L'état de la législation québécoise en 1982, un vrai tour de Babel. Pensez à ça, là, ça m'a fait rire. Là. Vous aviez quand même une opinion avant de faire vos études sur tous ces domaines-là. Mais j'ai pris des sujets qui m'ont intéressé, mais c'était une façon de faire la politique qui... Moi, j'étais peut-être le seul député en opposition qui a procédé de cette façon. Mais à l'Assemblée nationale, est-ce que vous posiez beaucoup de questions? Peu de questions. Je n'étais pas une qui a voulu poser des questions tous les jours. J'ai posé des questions de temps à autre, je me souviens des questions. Mais en opposition, j'ai travaillé plutôt avec mes dossiers et plutôt en commission parlementaire. Et par vos écrits, vos études? Oui, c'est ça. Plus que par les débats en chambre? Vous savez, quand je suis arrivé à l'Assemblée nationale en décembre 1979, première journée, le whip en chef me téléphone et dit « Herb, il faut que tu te prépares. On fait un filibuster. Il faut que tu parles. » J'ai dit « J'ai aucune idée. J'ai rien à dire. T'en fais pas. Ça prendra juste 20 minutes. » Ça se dit beaucoup sur les débats, surtout sur les filibusters, toute la nuit. T'en fais pas, c'est juste 20 minutes. J'ai parlé 20 minutes. Ah oui? En 81,
lors du débat sur le rapatriement de la Constitution, vous étiez pas tellement d'accord avec la démarche de M. Trudeau. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Non, pour moi, c'était en principe, là, j'ai toujours enseigné ça, pour modifier la Constitution, il a fallu avoir le consentement des 10 provinces. À Ottawa, il y avait le consentement de 9, pas de 10. Québec n'était pas là, n'a pas donné son, comment dirais-je? Son accord. Son accord. Et j'étais contre. C'était pas nécessaire de me convaincre de voter contre le projet à titre de député. Et donc, j'ai voté contre avec M. Ryan et je pense d'autres députés. Je pense il y avait 9 députés dissidents à l'époque qui ont voté contre. Mais... Et ça, ce vote-là a commencé à créer un malaise dans les troupes libérales à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale et surtout dans les comtés. Dans les comtés, comme dans mon comté, on m'a hué pas mal. J'ai été naïf, donc on m'a suggéré de faire une assemblée dans une église dans mon comté. Donc, j'étais naïf, je l'ai fait pour défendre mon point de vue. Le problème, c'était tous les gens qui étaient là à 101% étaient contre le vote que j'ai pris là. Donc, ils ont hué, ils ont crié. C'était un moment assez chaud, là. Mais un politicien expérimenté ne fera pas une assemblée à un tel moment. Mais vous en êtes sorti vivant? Oui, à peine. En 82, M. Marks, il y a une contestation de plus en plus forte du leadership de M. Ryan, autant dans les rangs libéraux qu'à l'Assemblée nationale, chez les députés. Vous étiez un proche de M. Ryan. Est-ce que vous avez essayé d'arranger les choses? J'ai essayé d'influencer les autres députés de l'appuyer parce que moi, je dois beaucoup à M. Ryan. C'était mon mentor. Il m'a dit un jour, « Va là, il y a d'autres qui vont voler bas. » Ça, c'était bon comme conseil. Parce que la tendance, parfois, de certains députés et de certaines personnes, c'est de voler bas parce que ça fait manchette. Mm-hmm. Ça prend pas nécessaire de dire beaucoup pour faire manchette. Mais j'ai essayé d'éviter ça le plus possible. Donc, j'ai l'ai appuyé, comme on dit, jusqu'au bout, là. Malheureusement, ça tournait. Il n'était pas populaire. On a perdu l'élection. M. Ryan était un homme de principe. Une fois, il m'a dit, mais ça m'a surpris. Il m'a dit une fois, c'est plus important de tenir à nos principes que de gagner. Mais j'ai dit, pour un chef, c'est pas la meilleure chose. Puis en politique, c'est pas toujours le cas. Non. Il a changé un petit peu peut-être au pouvoir à titre de ministre. Vous voyez, il y a des députés qui n'ont pas appuyé M. Bourassa. On a tous devenu ministre. M. Bourassa a compris là, que ce n'est pas personnel, c'est institutionnel. Mais M. Ryan a changé un peu en politique, mais c'était un gars des principes. C'était un monsieur sérieux. On le connaît. C'était un grand Québécois. Grand Québécois. Quelle relation vous aviez avec lui? Est-ce que vous parliez souvent? Il vous consultait? Parler souvent. Une fois, je me souviens, dirais-je, que j'ai fait une étude et l'introduction, là, moi, j'ai trouvé, c'était pas fort. J'ai donné ça à M. Ryan. Dans 2 minutes, il a tout changé, il a tout écrit. Parce que M. Ryan avait une plume facile. Mm-hmm. Il m'a aidé souvent. Sur les questions constitutionnelles, il m'a souvent consulté, mais pas seulement moi, d'autres députés aussi. Et une fois, il m'a envoyé avec d'autres députés parler à Chrétien sur les modifications qu'il faut apporter à la Constitution avant que ce soit adopté. Non, c'était des temps intéressants.
Et à sa succession, vous avez appuyé Daniel Johnson. Pour quelle raison? Peut-être nous avons pensé à l'époque de l'ancien, de Bourassa I, pas de Bourassa II. M. Bourassa, entre Bourassa I et Bourassa II, il a appris beaucoup de choses. Mais comme vous aviez appuyé un de ses adversaires à la direction du Parti libéral, est-ce que M. Bourassa vous en a fait payer le prix? Jamais. Jamais. M. Bourassa n'a jamais fait payer le prix à qui que ce soit. Je me souviens qu'il était critiqué fortement dans un journal, là, pas à la télévision, pas par vous, par un journaliste. Et le lendemain, il lui téléphone. « Ah, Jacques, ça va bien? Comment va votre épouse? » et tout ça. Il a, comment dirais-je, pardonné tout le monde. Pour lui, là, c'était institutionnel et pas personnel. Très important en politique. Quand vous êtes critiqué comme ministre, pas à titre de personne. Si on ne le prend pas comme ça, on souffre. Mm-hmm. Les gens qui pensent qu'ils sont attaqués, pauvres petits gars. Non, c'est pas ça. Vous êtes attaqué à titre de ministre ou de député. Et aux élections de 85, qui a suivi peu de temps après, est-ce que vous avez cru à ce moment-là que cette fois-là, c'était la bonne pour les libéraux de prendre le pouvoir? Bien, en 85, j'avais plus d'expérience qu'en 81. Et oui, j'ai eu le sentiment que nous allons passer au pouvoir. Et M. Bourassa a gagné haut de la main, je pense, à l'époque. Et oui, j'étais super heureux. Mm-hmm. Et il vous a nommé à la justice quelque temps après, comme ministre de la Justice. Est-ce que vous étiez comblé d'avoir ce poste-là? Moi, j'étais très heureux parce que j'ai voulu donner suite à toutes les choses que j'ai proposées en opposition. Et M. Bourassa m'a téléphoné à la maison. Vous savez que les députés attendent près du téléphone. Mm-hmm. Et nous étions au souper et je dis peut-être c'est M. Bourassa. Et c'était lui et il m'a proposé d'être ministre de la Justice. C'est sûr que j'ai accepté tout de suite, là. Et oui, j'étais très heureux de ça. Oui. J'ai toujours voulu être sous-ministre quand j'étais professeur de droit, mais j'étais heureux de devenir ministre, oui. Je n'ai jamais pensé dans ma vie que c'était possible, mais tout est possible. Là, vous étiez bien en place pour appliquer les réformes sur lesquelles vous aviez travaillé dans l'opposition, en commençant par la violence conjugale. Oui, j'ai commencé avec ça. Je pense que c'était au mois de mars 86, parce que je me suis dit, j'ai 6 mois de faire beaucoup de choses. Après 6 mois, ça devient de plus en plus difficile. Et on a fait ça, on a fait des projets de loi tout de suite sur toutes sortes de sujets. Mais sur la violence conjugale, qu'est-ce que les changements qu'on y retrouvait? Oui, ça, c'était important pour moi. Premièrement, on a demandé au corps policier de changer leur façon d'agir. Par exemple, si on a un appel d'une femme qui est en train d'être violentée par son mari ou son ami, on sort le monsieur tout de suite de la maison. Même si la madame veut retirer la plainte, si on a assez de preuves indépendantes de son possible témoignage, on va procéder. On a renforcé les règles. Les policiers ont suivi des cours. Il y avait des cours pour les procureurs de la Couronne et ainsi de suite. C'était pour vraiment changer des choses. Vous avez aussi travaillé à toute la réforme du Code civil qui est venue beaucoup plus tard. Parce qu'avant moi, on était en train de... J'ai travaillé dans l'opposition, j'étais en commission des institutions, et on a commencé à modifier le Code civil tranche par tranche, chapitre par chapitre, si vous voulez.
Et ça a causé beaucoup de difficultés parce que si on met en vigueur un chapitre et on va plus tard avec un autre, ça peut affecter le premier et il y a des changements. Bien, j'ai fait une déclaration ministérielle qu'on va faire adopter le Code civil du Québec d'un seul coup. Moi, j'ai pensé de le faire dans 3 ans, mais ça a pris plus de 3 ans. Ça a pris, je ne sais pas, 7 ans. Donc, je n'étais pas là, mais mon successeur a complété le travail. C'était Gilles Remillard. C'était nécessaire de le faire d'un seul coup plutôt qu'en pièces détachées? Oui, parce que d'un seul coup, c'est uniforme. Ce n'est pas nécessaire de toujours faire une modification parce que le chapitre 1 a été modifié en partie par le chapitre 13 et ainsi de suite. Et le Code civil du Québec a fait en sorte que d'autres pays s'inspirent du Code civil du Québec. Quand on pense à ça, là, il y a des codes en France, en Allemagne, partout en Europe, mais comme la Roumanie, je pense que la Bulgarie. Moi, j'étais en Lituanie, donner des cours aux juges et aux avocats avec une équipe de Montréal. Et parce que pour une des simples raisons, c'est d'autres pays ont adopté leur code par chapitre, ce n'est pas un code complet. Donc, ils étaient souvent renvoyés pour voir le Code civil du Québec. Le juge en chef de la Lituanie m'a dit qu'il est en France, il a rencontré un professeur de droit en France et il lui a demandé de quel code ou de quel droit doit-il s'inspirer. Le professeur français lui a dit le Code civil du Québec. Donc, je pense que c'est important pour nous là, de rayonner partout au monde. Mais oui. Il y a d'autres réformes sur lesquelles vous avez travaillé, entre autres l'aide aux victimes d'actes criminels. Oui, des CAVAC. Nous avons établi des CAVAC, des centres d'aide aux victimes d'actes criminels pour aider des gens, effectivement. Ça existe encore. On a construit un nombre, on a refait des prisons. Vous avez aussi pris une décision qui a soulevé la colère des juges en réduisant leur personnel administratif. Comment ça s'est réglé, cette histoire-là? Oui, c'était fait aussi par mon prédécesseur, Marc-André Bédard, un petit peu, là. Mais en janvier, c'était janvier ou février 86, le Conseil de Trésor a dit que les temporaires, là, on ne va pas les renouveler. Et les sous-ministres dans mon ministère m'ont dit que c'était une bonne chose à faire. J'ai essayé, je l'ai fait. Au Conseil des ministres, M. Bourassa m'a dit « Herb, tu es sûr que tu veux couper les secrétaires des juges? » J'ai dit « Il n'y a pas de problème. » M. Bourassa avait plus de pif que moi. Si c'était à refaire, je n'aurais pas procédé de la même façon. C'était au début, j'ai été ministre 2-3 mois. Mais ça a beaucoup changé parce que maintenant, je suis juge. Quand je suis arrivé, quand j'ai été assermenté à titre de juge, j'ai remercié le juge en chef d'avoir pris une injonction pour que je puisse garder un secrétaire à plein temps, parce qu'ils ont pris une injonction et les secrétaires ont resté. Mais je n'aurais pas fait ça de la même façon. Quoique maintenant, les juges surnuméraires, par exemple, les juges surnuméraires qui travaillent à mi-temps, partagent un secrétaire avec un autre juge surnuméraire et les secrétaires travaillent comme greffiers. Beaucoup a changé. Et surtout à cause de l'ordinateur, parce qu'il y a des juges qui prennent leurs notes sur l'ordinateur, qui écrivent leur jugement sur l'ordinateur. Mais voilà, j'étais peut-être un peu naïf à l'époque. Merci, M. Marx. On continue la semaine prochaine. Merci.